Un mois après la mort de la princesse de Galles, le seul témoin, le garde du corps, Trevor Reed-Jones, est rentré en Angleterre. Sa mémoire des événements n'est toujours pas revenue. Nouveau tremblement de terre en Italie, la basilique d'Assise a subi de nouveaux dégâts. Négociations sur les 35 heures, patronat, gouvernement, syndicats réunis pour tenter de se mettre d'accord sur l'état de santé de l'économie française. 31 degrés à Collioure, il fait beau sur toute la France et les arbres fruitiers refleurissent. La Coupe Davis des dames, les Françaises en finale contre la Hollande avec un entraîneur mascotte, Yannick Noah. Madame, monsieur, bonsoir. Un mois après l'accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles, à son compagnon Dodi Al-Fayed et au chauffeur de leur voiture, Henri Paul, le seul survivant, le garde du corps, Trevor Reed-Jones, a quitté aujourd'hui l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, direction Londres. Interrogé une dernière fois sur les circonstances de l'accident, cet ancien parachutiste de 29 ans a déclaré une nouvelle fois n'avoir gardé aucun souvenir des minutes qui ont précédé le drame et qui sont pourtant essentielles pour la conduite de l'enquête. Valérie Hermite, Agnès Varamian. C'est le nouveau visage de Trevor Reed-Jones, à peine dissimulé par une casquette et des lunettes de soleil. Le miraculé de l'accident du pont de l'Alma porte de larges cicatrices sur sa face, mais il descendra tout juste un peu aidé de l'hélicoptère de la sécurité civile qui le ramène de l'hôpital. La démarche n'est pas encore vaillante. Trevor Reed-Jones n'a plus la silhouette d'un garde du corps pour richissime homme d'affaires, mais il traverse seul l'héliport pour rejoindre l'appareil qui l'emmène vers l'Angleterre. Peu avant, ses parents ont pris place dans cet hélicoptère privé de la famille Al-Fayed, venu tout spécialement de Londres les chercher. Après 34 jours passés en France, Trevor Reed-Jones s'envole pour un institut privé de convalescence dans la banlieue de la capitale britannique. Quelques minutes auparavant, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Trevor Reed-Jones n'avait eu à faire que quelques pas sur le toit du pavillon Cordier pour être évacué. Son rétablissement est jugé extrêmement satisfaisant par les médecins. La veille, les policiers l'ont entendu pendant 2h30. Une deuxième audition pendant laquelle le garde du corps s'est fait plus précis car sa mémoire revient par bribes. Trevor Reed-Jones se souvient maintenant parfaitement de sa propre arrivée ainsi que celle du couple Ritz. Il se souvient aussi de la sortie rue Cambon. Ce n'est pas lui, mais Dodi, a-t-il expliqué, qui a organisé le plan pour quitter l'hôtel discrètement. Surtout, le garde du corps affirme avoir vu Henri Paul boire 2 verres au Ritz dans la soirée. 2 verres d'une boisson jaune, mais je ne sais pas ce que c'était, précise Reed-Jones. L'enquête dira qu'il s'agissait d'alcool. De la course-poursuite de l'accident, Reed-Jones n'a toujours aucun souvenir, mais les enquêteurs français sont prêts, bien sûr, à faire le voyage en Angleterre au moindre signe de mémoire retrouvée. Ce même jour, à Londres, a apparu une version modifiée de la biographie de la princesse Diana. Son auteur, Andrew Morton, a précisé au dernier moment qu'en fait ce document avait été dicté par la princesse elle-même et qu'il n'était en fait que le porte-plume. Il s'agirait donc d'une biographie officielle écrite à la première personne par Diana. Sa sortie, un mois tout juste après l'accident, a déclenché une polémique en Grande-Bretagne. Londres, Étienne Lénard. Si c'était une affaire de morale, sans doute trouverait-on cela scandaleux. Mais en l'occurrence, il s'agit d'une affaire commerciale. Et un mois tout juste après la mort de la princesse de Galles, la nouvelle version de sa biographie à sensation s'annonce déjà comme un superbe coup d'édition qui devrait rapporter à son auteur plus de 20 millions de francs. C'est parce que j'avais de la compassion pour elle. Je suis un fan de Diana. C'est un peu trop tôt, oui, un peu trop tôt. C'est un peu tôt, mais on achète quand même. La transcription des entretiens accordés par Diana à l'auteur aurait même été vendue à la presse américaine. Les quotidiens populaires britanniques en ont des hauts le cœur, et l'auteur du livre passe lui de télé en télé pour se justifier et encourager les acheteurs. Ils sont gonflés, ils ont le culot de dire que je suis coupable, alors que j'ai fait une série d'interviews légitimes avec la princesse de Galles. C'était probablement le scoop du siècle. Pour Andrew Morton, la version post-mortem a le mérite de rétablir des faits que Diana avait cachés par respect pour la reine. La famille royale se dit très attristée, celle de Diana envisage de porter l'affaire en justice. En France, juillet 1996, une jeune Anglaise en voyage dans notre pays, Caroline Dickinson, était assassinée dans la petite commune de Plaine-Fougère en Bretagne. Depuis, l'enquête piétine et le nouveau juge chargé de l'affaire, Renaud Van Ruynbeck, a décidé d'employer les grands moyens. Toute la population masculine de la ville est appelée à se soumettre à des tests génétiques. Une première en France, à cette échelle du moins. Jacques Deveau et Gabriel Camilla. Yann Moreau vient de recevoir sa convocation. Il fait partie des 170 habitants de sexe masculin, âgés de 15 à 35 ans, qui vont subir les tests génétiques. Il n'a rien à se reprocher,
il s'interroge tout de même sur la fiabilité des tests. Moi, ça me gêne pas personnellement parce que je suis sûr de moi, mais je suppose qu'il y en a sûrement qui vont douter, quoi. Parce que vu que c'est un nouvel appareil qui teste en ce moment, on sait jamais. Il suffit que le rapprochement de la salive entre la mienne et le criminel soit à peu près identique, à quelque chose près, on pourrait m'accuser moi. Dédramatiser l'opération, c'est bien ce que le parquet général de Rennes a voulu faire en réunissant la presse. On a présenté les lieux à la mairie où seront reçus les habitants. Test indolore, il s'agira de prélever des cellules de la muqueuse buccale. Une méthode qui ne pose aucun problème de fiabilité. En ce qui concerne le processus analytique, je dirais qu'il s'agit des techniques que nous utilisons quotidiennement dans nos laboratoires et ce sont des techniques qui pour nous ne revêtent, si vous voulez, ne revêtent aucun caractère particulier de difficulté. Le parquet a aussi rappelé le cadre légal de cette opération. Elle repose, c'est la base principale, sur le consentement des habitants à venir s'y soumettre. C'est dans un esprit de totale liberté et selon la loi française telle qu'elle est ainsi conçue que cette opération est envisagée. Ceux qui voudront y venir, y viendront. Ceux qui ne voudront pas y venir, eh bien, n'y viendront pas. Point à la ligne. Reste à savoir ce que le conseiller Van Ruymbeck peut retirer de ces tests non obligatoires. Présent ce matin à Pleine Fougère pour une ultime réunion de préparation, il n'a, comme à son habitude, fait aucun commentaire. Mais on rappelle que les tests ne sont pas une fin en soi. L'enquête se poursuit aussi ailleurs et autrement. L'affaire de la clinique du sport à Paris, après la découverte de l'ampleur de la contamination possible, 4000 personnes par une bactérie provoquant une forme de tuberculose osseuse, la direction continue à protester de sa bonne foi, refusant même toute idée de négligence coupable, et affirme que 400 examens de contrôle ont été programmés d'ici à la fin de ce mois d'octobre. Reportage Jean-Daniel Flézaquier et Yasmina Farber. Philippe Mandré, membre de l'association également, et victime du Xénopie. Béatrice Peretti, victime et membre de l'association. Patrick Delagrange, je suis avocat. Les patients opérés à la clinique du sport et leurs avocats. Ce matin, l'association qu'ils ont créée a décidé de se porter partie civile dans l'action intentée contre la clinique par un certain nombre de patients. Parmi eux, Jean-Luc Bernard, opéré en 91, il estime qu'on lui a caché la vérité sur son état jusqu'en 95. Je pense qu'il y a deux aspects différents. Il y a la contamination elle-même qui résulte peut-être d'une négligence sur le processus de stérilisation. Là, c'est l'enquête qui le déterminera. Mais personnellement, ce qui m'a fait réagir, c'est le comportement du médecin, informé en 93, ne me prescrivant rien, me laissant repartir dans la nature sans examen. Personnellement, j'estime qu'il y a eu totalement dissimulation de la part de la clinique et de fuite devant ses responsabilités. Le ministère de la Santé, dans son communiqué d'hier, accusait la clinique d'avoir eu dès septembre 89 connaissance d'un premier cas. Les responsables de l'établissement le reconnaissent, mais disent qu'à l'époque, tous les tests faits par les experts étaient négatifs. La justice va donc mener son enquête, le Conseil de l'ordre des médecins aussi, à la demande de Bernard Kouchner, un ministre qui souhaite que toutes les personnes exposées soient examinées rapidement. Nous avons demandé à l'ordre des médecins, en effet, de se pencher sur cette affaire, mais encore une fois, je pense surtout aux malades, je voudrais surtout que ceux qui ont été opérés dans cette clinique ne passent pas à côté des vérifications nécessaires. N'en disons pas plus pour le moment, ne diabolisons pas les choses. Ces vérifications seront entièrement gratuites pour les personnes opérées du dos entre 89 et 93. Après cette date, la clinique a changé ses méthodes de stérilisation et la bactérie a disparu. En bref, au Portugal, un jeune homme de nationalité portugaise accusé du meurtre d'un garçon de 16 ans à Strasbourg, c'était en 1994, et qui avait trouvé refuge dans son pays, a été condamné à 16 ans et demi de prison ferme. Nouveau séisme en Italie, dans la région touchée déjà la semaine dernière. La basilique d'Assise, qui avait déjà été sérieusement ébranlée, a subi de nouveaux dommages. Hervé Brusini. Exaspéré, la mort dans l'âme, il quitte le pays. Le tremblement de terre n'a pas lâché prise. Anéanti, la fierté de Nocera. Les travaux de restauration du campanile venaient à peine de commencer. Meurtri, la basilique Saint-François d'Assise, le tympan, le mur latéral ont cédé. Il y a une semaine, jour pour jour, 4 personnes avaient trouvé la mort sous l'effondrement du toit. Là encore, on voulait rouvrir l'édifice pour la Saint-François, demain. Résignés à disparaître, ces centaines de maisons, désormais irrécupérables. Le séisme d'aujourd'hui avait presque la même intensité qu'il y a 8 jours. La peur des habitants, elle, ne se mesure pas. J'ai entendu un grand bruit, j'étais effarée à l'idée de ne pas retrouver mes enfants.
Tant bien que mal, on essaie de récupérer quelques objets, de préserver quelques bâtisses, quitte à se blesser grièvement. 2 personnes se sont retrouvées paralysées. Mais peu importe les risques, la population n'en peut plus de vivre sous la tente. Rome lui a promis des caravanes, là où il en faudrait 2000, il n'y en a même pas 500. Les élus sont pris à partie. Au cœur de l'Italie, des milliers d'hommes et de femmes connaissent une redoutable précarité. Les vieux, comme les jeunes, savent que l'hiver, lui, n'attendra pas. Le sommet franco-italien de Chambéry s'est terminé ce soir. Il aura été marqué par un duel feutré de la cohabitation entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Le Premier ministre publiant, avec son collègue italien Romano Prodi, une déclaration d'intention sur la nécessité de la réduction du temps de travail. Véronique Saint-Olive, Guylaine Chenet. Nouvelle scène sur le théâtre de la cohabitation. Tout est réglé par le protocole, bien sûr, sauf cela. Des sifflets. Ils ne sont qu'une poignée, ils sont contre la fermeture de Superphénix, une décision du gouvernement. Lionel Jospin s'explique. Je regrette les salariés du coin qui décident pour un équipement qui est un équipement d'une telle ampleur qu'elle coûte si cher. Quelques minutes plus tard, les mêmes réservent un tout autre accueil au président de la République. Ce n'est pas un incident, juste un épisode de la guerre des images en période de cohabitation. Obligatoire, le bain de foule à 4 mains. Harmonie en revanche sur le fond. Le président de la République et le Premier ministre sont sur la même ligne pour tous les dossiers du sommet. La France applaudit les efforts drastiques de l'Italie pour être présente au rendez-vous de l'euro. Un soutien important pour le président du Conseil, Romano Prodi, au moment où les communistes menacent son gouvernement. Une entente qui permet aujourd'hui de lancer en parallèle le grand projet du TGV Lyon-Turin, ou estimé 80 milliards de francs. Alors vous êtes ici en quelle classe? Il y a des CP, des CO. Ah oui, il y a tout, parce que je vous disais quand même. Autre scène de cohabitation. Quand le président consulte, le Premier ministre s'offre une escapade. Une visite dans un quartier de Chambéry pour écouter les associations et expliquer les choix du gouvernement. Mais Jacques Chirac, lui aussi, profitera de ce déplacement pour rencontrer de façon très privée, avant son départ, les élus UDF et RPR de la région. Un sommet décidément où personne n'oublie la politique nationale. Parmi les décisions de principe qui étaient attendues de ce sommet, la volonté commune de construire une ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin, franchissant les Alpes bien entendu. Il s'agit de désengorger le trafic routier, principalement pour les marchandises. La ligne TGV pourrait être terminée dans les années 2020. Didier Guyot, Thierry Simonet. Le chantier est pour l'instant modeste. Sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Maurienne, un puits de reconnaissance préfigure les travaux gigantesques qui s'annoncent. À 40 mètres de profondeur, on teste le sol, on sonde, on étudie les roches. Dans quelques années, ici, sous la montagne, un tunnel ferroviaire de 54 km sera creusé avec au bout l'Italie. Au niveau de l'ampleur du chantier, effectivement, on peut le comparer avec le tunnel sous la Manche. Par contre, la nature des roches et la nature des travaux sera différente. Mais par contre, l'ampleur et la grandeur de ce chantier sera équivalente. Le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin est ambitieux. Son coût, 70 à 80 milliards de francs. Il s'agit de relier Lyon à l'Italie en franchissant les Alpes sans encombre. 3 à 5 000 camions par jour empruntent une vallée de la Maurienne asphyxiée et polluée. C'est pourquoi un axe TGV, ce sera des voyageurs plus rapidement en Italie et beaucoup plus de marchandises qui transitent. C'est une aide pour les voyageurs et pour les marchandises, 1h20 au lieu de 3h30. Et pour les marchandises, c'est l'amélioration du transit ferroviaire fret entre l'axe, je dirais, lyonnais et l'axe italien. À ce jour, seuls 15% du fret entre les deux pays passe par le rail. À terme, avec le TGV, on espère atteindre 30%. Grâce à des plateformes aménagées, les camions embarqueront sur les trains. Les échanges seront plus nombreux et plus dynamiques. À Paris, les partenaires sociaux étaient réunis aujourd'hui pour dégager le terrain avant la grande négociation sur les 35 heures par semaine. Il s'agissait de se mettre au moins d'accord sur les données statistiques de l'économie française, notamment les prévisions de croissance et les possibilités d'investissement des entreprises. Agnès Molinier, Pierre Moscovici. Il fallait être expert pour comprendre toutes les données économiques fournies par le gouvernement sur l'état du pays. C'est pour cela que syndicats et patronats ont dépêché sur place leurs spécialistes économiques. C'était donc les numéros 2 qui se retrouvaient aujourd'hui au ministère du Travail face au numéro 2 du gouvernement, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Personne n'a vraiment contesté la prévision de croissance à 3% ou la reprise d'activité des grandes entreprises enregistrées ces derniers mois. En revanche, les avis divergent pour savoir si ces chiffres permettent ou non la réduction du temps de travail. Il ne faut absolument pas, à l'heure actuelle,
prendre des mesures qui diminueraient la rentabilité des entreprises françaises. Ceci serait affaiblir l'ensemble de l'économie et sans doute contribuerait une nouvelle fois à l'augmentation du chômage. J'ai senti des syndicats dont les préoccupations étaient convergentes sur la nécessité de prendre des mesures importantes pour combattre le chômage, créer des emplois et favoriser le progrès social. Ils ne sont pas obligatoirement d'accord sur ce qu'il faut faire, mais on est déjà d'accord sur ce que l'on constate. Et je crois que c'est un très bon résultat et un très bon départ. Pas de coup de théâtre ce soir. Patronat et syndicats ont réaffirmé devant le gouvernement leur position toujours aussi opposée sur la réduction du temps de travail. L'issue du sommet social qui doit se tenir vendredi à Matignon est donc toujours aussi incertaine. En bref, le processus de privatisation de la SFP, la Société Française de Production, mise en route puis suspendue par le gouvernement Juppé, est définitivement abandonné, a annoncé aujourd'hui le ministre de la Culture, Catherine Trottmann. Puis les chauffeurs routiers des 4 syndicats CGT, CFDT et FO-CFTC appellent à un arrêt de travail le 2 novembre prochain. Les syndicats exigent des augmentations de salaire, un minimum de 10 000 francs pour 200 heures de travail mensuel. 140 000 inscriptions pour les emplois jeunes décidés par le gouvernement dans l'éducation nationale. Tout d'abord, bien entendu. Après les inscriptions, c'était aujourd'hui l'étude des dossiers dans toute la France, car il n'y aura environ que 40 000 élus, dans un premier temps du moins. Patrice Ramden, Dominique Bonnet. Le quartier n'a rien d'une station balnéaire. Le collège est classé zone d'éducation prioritaire. Ici, bientôt, 8 emplois jeunes pour épauler la centaine d'enseignants et d'intervenants. Le rectorat a effectué un premier choix que l'équipe pédagogique s'apprête à affiner et certains candidats ont un petit plus. À qualité égale, c'est la connaissance de ces quartiers ou de la ville, c'est la connaissance des jeunes, c'est d'avoir un BAFA, c'est d'avoir été auxiliaire d'intégration puisque nous en avons eu, c'est d'avoir été appelé du contingent à une certaine époque dans ce type d'établissement et c'est d'avoir encore la volonté de travailler avec ces jeunes. Franck, à gauche, il a 23 ans. Donc membre de la commission qui va procéder à l'entretien d'évaluation. Franck cumule quelques-unes des qualités énumérées par le principal. Il postule pour être assistant vie scolaire. 2 professeurs le reçoivent dans une salle au charme monacal. Interdiction de filmer l'entretien, ce qui n'empêche pas les fuites. Alors que se disent-ils à l'intérieur ? On leur a dit, est-ce que vous savez que vous allez travailler dans un collège et que dans ce collège difficile, vous allez peut-être avoir affaire à des situations difficiles. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous vous y attendez ? Une demi-heure d'entretien, Franck en ressort confiant, même s'il sait que 24 candidats lorgnent sur 8 emplois disponibles. Plutôt positif, rien n'est fait, mais plutôt positif. J'ai pas été refroidi, j'ai pas... Non, pas spécialement. Pas spécialement, tout était cohérent et tout était... Toujours envie d'y aller ou pas? Oui, alors ils m'ont un peu, je dirais pas découragé, mais ils m'ont mis quand même devant le fait accompli au pied du mur en disant que c'était très difficile. Mais je sais pas si j'ai le profil qui convient, mais je pense pouvoir apporter quelque chose. Apporter quelque chose pour devenir quelqu'un. Le collège a quelques jours pour communiquer ses préférences au rectorat car c'est lui qui attribue les postes. Le poète et écrivain Louis Aragon aurait 100 ans aujourd'hui, très longtemps engagé avec le Parti communiste. Sa tombe et celle de sa femme, Elsa Triolet, ont reçu aujourd'hui la visite dans leur propriété de Saint-Arnoux d'une délégation du PC conduite par Robert Rue, mais l'ancien secrétaire général du parti, Georges Marchais, était également présent à cette cérémonie. Cette année, l'expression « été indien » a pris toute sa signification en France avec des températures dépassant les 25 degrés dans le nord et dans le sud de la France, avec même des pointes toute la semaine à 31 degrés dans la région de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales. Reportage Léo Lamberton, Philippe Ray. Voici une image insupportable pour tout honnête travailleur. Savoir qu'en ce début d'octobre, au lieu de souffrir derrière votre bureau, vous pourriez barboter dans une eau à 22 degrés ou vous laisser chatouiller par le soleil, a de quoi donner des sueurs froides. Seuls les retraités, les autochtones, peuvent s'offrir ce luxe. Et aujourd'hui, à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, ils étaient nombreux à savourer ce plaisir rare. Vous êtes au travail, en ce moment? Je suis au travail, mais disons que comme actuellement il y a une petite baisse de régime, je profite de ces 2-3 jours pour me reposer et puis faire un petit break. Et quand vous dites qu'en ce moment il y a des gens qui travaillent dans leur bureau, ça vous fait quoi? Je pense à eux. Depuis une semaine, le centre météo de Perpignan relève chaque jour de nouveaux records de chaleur. Et ici, on qualifie la situation d'historique.
Depuis 1872, où on a des relevés, vous voyez, nous sommes ici dans la salle d'archives, nous n'avions jamais eu aussi chaud début octobre. Le 1er octobre, nous avons enregistré 33,1. Hier, 2 octobre, nous avons enregistré 32,2. Aujourd'hui encore, le thermomètre a atteint 31 degrés, soit 10 degrés de plus que les normales saisonnières. Le soleil a beau briller sur toute la France, c'est à Perpignan qu'il est le plus chaud. Nous sommes en conditions anticycloniques avec des vents qui vont d'ouest en est. Ces températures sont déjà élevées sur les plaines et en passant au-dessus des Corbières qui sont des montagnes assez désertiques et assez pelées, nous avons une hausse des températures très importante dans les vallées des Pyrénées-Orientales. Pour les commerçants de prêt-à-porter, cette chaleur fait l'effet d'une douche froide car ils font pâle figure avec leur collection d'automne et d'hiver en vitrine. Mais qu'ils se rassurent, il paraît que dès lundi prochain, l'été va progressivement quitter la France et partir en congé. En attendant, conséquence de ces fortes chaleurs du mois de septembre, les cycles de la nature ont été bouleversés. En Normandie, il y a des fleurs aux pommiers. Dans le Tarn-et-Garonne, c'est la même chose. Et en plus, les pommiers portent même de petits fruits. Christophe Larocca, Gilbert Uzan. Des fleurs de pommier comme pour un meilleur avril. Certes, en Tarn-et-Garonne, les vergers ne sont pas couverts de pétales comme au plus fort du printemps, mais les arboriculteurs assistent à un phénomène rare. Cette année, les arbres refleurissent. Certains pommiers ont entamé une deuxième fructification. Ça doit faire plus d'une dizaine d'années qu'on n'avait pas revu, disons, des phénomènes de floraison à cette époque-ci. Mais il faut dire aussi que l'année chaude, comme a été au mois d'août et septembre, est vraiment exceptionnelle. Un début d'été arrosé, une cueillette précoce et une fin de saison très sèche. Il n'en a pas fallu plus pour que les arbres en perdent le rythme des saisons. Certains fruits ont déjà la taille d'un œuf de poule, mais pour les arboriculteurs, aucun espoir de seconde récolte. Ces petits fruits-là vont geler, ils vont chuter, et à chaque pédoncule de fruits, il y a une petite blessure. L'hiver arrive et c'est la période de contamination par les bactéries, par les chancres, et donc c'est un problème relativement important. Une période difficile que les jardiniers amateurs surpasseront avec un peu de bouillie bordelaise. Les arbres fleuris produiront moins l'année prochaine, mais à si cher payé pour pouvoir admirer, en plein automne, la fleur d'un cerisier. Mariage princier demain à Barcelone. Le roi Juan Carlos, roi d'Espagne, marie sa fille cadette Cristina avec une star du sport espagnol, un handballeur basque. En dehors de l'aspect, disons, mondain, il est à remarquer que cette cérémonie a lieu à Barcelone, capitale de la Catalogne, qui bénéficie d'une large autonomie, ce qui a provoqué quelques réactions politiques, car cette manifestation est également une preuve, en fait, de l'unité du pays. Dorothée Lyrique, Philippe Montoisi. Les enfants de roi n'épousent pas de roturiers, mais le roi Juan Carlos aime sa fille et sa fille aime Iñaki le handballeur. Alors le roi a dit oui quand ce basque de 29 ans d'1,97 m sans une goutte de sang bleu est venu faire sa pétition à mano, la traditionnelle demande en mariage. Son Altesse royale Cristina de Bourbon, à 32 ans, a tout d'une jeune femme moderne et indépendante. Elle vit à Barcelone et travaille depuis 5 ans à la Caixa, la caisse d'épargne catalane, pour 8 000 francs par mois. Mais Cristina n'en reste pas moins la troisième dans l'ordre de succession à la couronne. Peu impressionné, son fiancé Iñaki Urgandarin, qui deviendra demain duc de Palma de Majorque, garde, dit-il, les pieds sur terre, mais reconnaît qu'il vit un conte de fées. Ses seuls titres de noblesse, c'est au handball qu'il les doit. 8 fois champion d'Espagne avec le Barça, il a également remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Les noces royales se dérouleront demain. À Barcelone, on n'avait pas vu ça depuis 1802 avec le mariage du prince des Asturies, le futur Ferdinand VII, avec Marie-Antoinette de Bourbon-Sicile, princesse de Naples. Un joueur de handball basque, la fille cadette du roi, un mariage d'amour qui ravit les Espagnols. En fait, tous ceux qui veulent voir les liens se resserrer avec la couronne. La messe à la cathédrale sera célébrée en castillan, avec des cantiques en basque et en catalan. Si la monarchie est extrêmement populaire en Espagne, c'est qu'elle est l'un des derniers traits d'union dans un pays divisé en 17 communautés autonomes. Demain, avec ce mariage entre l'infante et le handballeur, le roi Juan Carlos veut montrer que la monarchie peut aussi être moderne. Le célèbre Mossad, les services secrets israéliens, vient de réaliser un beau raté. 2 de ces hommes qui avaient usé de passeports canadiens pour tenter d'assassiner un leader du Hamas en Jordanie ont été arrêtés.
pour obtenir leur libération, ce qui n'est pas fait. Le Premier ministre israélien a dû lui-même libérer le chef historique du mouvement Hamas. Et là-dessus, les Canadiens ont rappelé leur ambassadeur et on pense qu'après les 3 jours du Nouvel An juif qui ont lieu ce week-end, l'affaire va prendre une certaine ampleur en Israël. Charles Anderlin, à Jérusalem. Visiblement, les dirigeants israéliens voulaient étouffer l'affaire de leurs agents capturés à Amman. Par exemple, le Cheikh Yassine, le chef du Hamas, a été libéré à 4 heures du matin, mercredi, après la parution des journaux en Israël et juste avant le Nouvel An juif, durant lequel toute la classe politique israélienne est en vacances pendant 3 jours. C'était compté sans la réaction du gouvernement canadien. Il proteste contre l'utilisation de passeports canadiens par les espions israéliens en Jordanie. Et l'ambassadeur du Canada à Tel Aviv est rappelé à Ottawa pour consultation. Très embarrassé, le porte-parole des affaires étrangères israéliennes a fait une déclaration exprimant ses regrets de la décision canadienne et sa confiance en l'amitié entre les 2 pays. On ne sait pas comment ces passeports canadiens sont tombés aux mains des services israéliens. Shawn Kendall, le propriétaire d'un de ces documents, habite Jérusalem et refuse ce soir d'ouvrir sa porte aux journalistes. Dimanche, après la fête, M. Netanyahou devra certainement faire face à une véritable tempête politique. En effet, de nombreuses personnalités israéliennes, de gauche comme de droite, exigent des explications. Comment, après avoir tenté d'assassiner un subalterne du Hamas, Israël a fini par libérer le chef de l'organisation islamiste. Et cela sans même obtenir en échange la libération de ses agents emprisonnés en Jordanie. Comment aussi M. Netanyahou pourra-t-il demander à Yasser Arafat de lutter contre le Hamas alors que lui-même a accepté la libération du Cheikh Yassine? Le pape Jean-Paul II est au Brésil pour présider les rencontres mondiales de la famille. Dès son arrivée, il a lancé un appel en faveur des communautés noires et indiennes pour que leur culture soit respectée. Le président brésilien Cardoso, qui le recevait, lui a répondu que ses inquiétudes étaient les siennes. Dans l'avion qui l'amenait à Rio, Jean-Paul II est revenu sur la décision des évêques de France de se repentir de leur silence à l'égard des Juifs pendant l'occupation. Le pape s'est interrogé sur le fait de savoir pourquoi c'était toujours l'Église catholique qui était visée et qui devait demander pardon. Bernard Lebrun. La repentance de l'Église de France. C'était il y a 3 jours à Drancy, au pied d'un wagon de la déportation. 50 ans après la promulgation des lois anti-juives, le Conseil épiscopal de France confessait publiquement son silence fautif. Le temps est venu pour l'Église de soumettre sa propre histoire, durant cette période en particulier, à une lecture critique et à demander pardon à Dieu et aux hommes. Et pour la première fois cette nuit, dans l'avion qui le conduisait au Brésil, Jean-Paul II a réagi à ce mea culpa de l'Église de France. Mais on a déjà demandé plusieurs fois pardon pour le passé, pour le récent. Intéressant est que c'est toujours le pape et l'Église catholique qui demande pardon, et les autres restent silencieux. Mais c'est peut-être juste. En citant les autres, le pape songe aux autres églises, compromises, elles aussi, avec le régime nazi, mais qui pour l'instant demeurent silencieuses. Et puis, en arrivant au Brésil, le pape a répété qu'il y avait eu d'autres holocaustes, dont il faudrait se repentir, celui des Tziganes, le génocide des Arméniens, ou plus récemment ceux des Cambodgiens et des Rwandais. Mais pour lui, le pape, il en est un autre, moral celui-là. Demain, au Rassemblement mondial des familles de Rio, Jean-Paul II intangible répétera, comme dimanche à Bologne, je cite, que l'avortement est une forme d'holocauste, faisant selon lui des millions de victimes. Sous la porte de Brandebourg à Berlin, qui séparait les 2 Allemagnes après la construction du mur dans les années 60, on a fêté hier soir les 7 ans de réunification. L'ancien président américain George Bush, qui était à la Maison-Blanche à cette époque, avait été invité par le chancelier Helmut Kohl, qui a reconnu pour la première fois que l'on avait sous-estimé les disparités entre l'Est et l'Ouest du pays et que ça n'était pas terminé. L'opération de séparation de la navette spatiale Atlantis et de la station orbitale Mir vient de se terminer. La station a été ravitaillée en matériel et en nourriture. Tout s'est bien passé et un homme est particulièrement satisfait. C'est le Français Jean-Loup Chrétien qui, à 59 ans, rentre sur Terre avec le sentiment du devoir bien accompli. Patrice Pellet. 19h30, les sas entre Mir et Atlantis s'éloignent, la fin du 7e rendez-vous spatial.
Mir est une station magnifique. En une phrase, le commandant de la navette Atlantis résume son sentiment. Hier soir, conférence de presse, le dernier contact. Jean-Luc Chrétien a lui aussi son avis sur cette station qu'il connaît bien. C'est déjà un vieux cargo et tout le monde le sait et on est ravis de l'utiliser. On est conscient bien sûr de l'état de ce vaisseau qui est surprenant. Et j'ai vraiment été époustouflé par ce que j'ai vu ici entre donc nos collègues américains et nos collègues russes. Jean-Loup, qu'est-ce que vous allez ramener sur Terre comme souvenir? Pour moi, ça a été un éblouissement permanent, du premier jour jusqu'à, je pense, à l'atterrissage. Et bien sûr, sur le plan personnel, l'immense satisfaction de revenir dans l'espace 9 ans après, ce qui était totalement inattendu pour moi, et ce qui double, triple, quadruple le plaisir d'être ici. Il reste ce soir une dernière mission à accomplir à Atlantis, une ronde autour de Mir pour essayer de localiser la fuite sur le module Spectre. Ensuite, ce sera le retour sur Terre. Il est prévu pour dimanche. Aujourd'hui, les cosmonautes, on vient de le voir, se promènent dans l'espace en toute sécurité, ou presque. On parle même de vol de routine, mais il faut se souvenir qu'il y a 40 ans tout juste, le 4 octobre 1957, s'envolait le premier engin spatial. Il était soviétique, il se prénommait Spoutnik, et allait lancer les premiers bip-bip de l'espace. On était en pleine guerre froide, et les Américains étaient furieux de s'être fait doubler. Jean-Claude Alanic. 4 octobre 1957, la nouvelle stupéfie le monde entier et chacun va se mettre à scruter le ciel. Pour la première fois, un engin fabriqué par l'homme tourne autour de la Terre. Les soviétiques l'ont surnommé Bébé Lune, Spoutnik en russe. Une boule d'aluminium de 83 kg, un émetteur radio et 4 antennes pour lancer son célèbre bip-bip. Un petit bip qui va faire l'effet d'un coup de tonnerre. En pleine guerre froide, l'URSS de Khrouchtchev inflige un véritable camouflet aux Américains. Le Spoutnik viendra même les narguer dans le ciel de New York. Qu'avez-vous éprouvé le jour où vous avez appris que le premier Spoutnik russe était lancé sur son orbite? Un sentiment de grande déception, car j'avais toujours su que si notre programme de recherche spatiale avait été mieux soutenu par l'opinion publique américaine et par le ministère de la Défense, nous aurions pu lancer un Spoutnik avant les Russes. 3 semaines plus tard, commémoration de la révolution d'octobre sur la place rouge. Derrière les missiles, on célèbre le Spoutnik. Khrouchtchev, Mao Tse-tung à ses côtés, glorifie la suprématie de l'Union soviétique. Les États-Unis auront beau relever le défi 3 mois plus tard en lançant à leur tour un satellite, il leur faudra 10 ans pour rattraper leur retard. Ce sont les Soviétiques qui lanceront le premier être vivant dans l'espace, la chaîne Laïka, sacrifiée à la cause du Kremlin, elle périra carbonisée. Et ce sera encore Khrouchtchev qui pourra féliciter Youri Gagarin, le premier cosmonaute de l'histoire de l'humanité, 4 ans seulement après Spoutnik. Sport, dernier qualifié des Coupes européennes de football, Nice, 2e division, qui a battu hier soir sur son terrain les Écossais de Kilmarnock, 1-0, très beau but, après avoir triomphé à l'aller 3-1. Le tirage des 16e de finale des Coupes européennes n'a pas été très favorable aux Français. Aujourd'hui, en UEFA, Metz rencontrera les Allemands de Karlsruhe, Strasbourg sera opposé aux Anglais de Liverpool, l'Inter de Milan recevra Lyon, Auxerre jouera contre les Grecs d'OFI Crète et le Steaua Bucarest rencontrera Bastia. Match aller le 21 octobre. Coupe des Coupes, 8e de finale, vous le voyez, Nice rencontrera Slavia Prague, match aller le 23 octobre. À partir de demain, l'équipe de France féminine de tennis rencontrera l'équipe de Hollande en finale de la Coupe de la Fédération, l'équivalent de la Coupe Davis pour les dames. Les matchs auront lieu en Hollande, c'est la première fois que les Françaises parviennent en finale et c'est en partie grâce à Yannick Noah qui est devenu leur entraîneur et leur mascotte. Laurent-Frédéric Bollet, Maryse Richard. Et si l'événement de l'année pour le tennis français, c'était bien ça, la finale de la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis pour les filles, un trophée prestigieux qui existe depuis 35 ans que la France n'a jamais remporté. Espérons donc que pour cette finale, les Françaises ne feront pas tapisserie. Au programme, il y a 2 simples le samedi, 2 simples le dimanche, plus un double s'il y a égalité, des règles différentes de la Coupe Davis donc. Au pays du vélo, les Françaises auront le handicap de ne pas jouer à domicile. Le lieu retenu, c'est cet endroit dont le nom évoque le nord, le froid, la dureté, la halle du Brabant. Mais après tout, les mouettes de Sertogenbosch rappellent aussi celles du Touquet.
Et là, c'est un bon souvenir, car c'est ici que l'équipe de France a fait retraite la semaine dernière. Au programme, sous la houlette d'un Yannick Noah plus zen que jamais, relaxation, méditation, yoga et apparemment, ça plaît. J'aime bien le yoga, grâce à Yannick j'ai appris ça. Je voulais toujours essayer, mais bon, le vivre sur le circuit, on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose, d'apprendre des choses. Donc grâce à lui, j'ai appris le yoga et puis bon, je sens que ça m'aide beaucoup. Le yoga, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Pour Marie Pierce, Nathalie Tauziat, Sandrine Testu ou Alexandra Fusé, l'heure est aussi à la bataille physique qui s'annonce face aux Néerlandaises. Après, suivez mon regard, et bien ce sera peut-être un bonheur immense. Quand tu es juste content, quand tu as l'impression de voler, c'est des moments qui sont très rares. Et c'est bien de les vivre. J'aimerais vraiment voir les filles, surtout les regarder. J'aimerais bien les voir vivre ce moment-là, quoi. C'est pour ça que je fais ça, quoi. J'aimerais vraiment les voir craquer toutes, quoi. Le flux et le reflux pour Noah, avec des vents contraires. Il y a 10 jours, ce sont les garçons qui redescendent en 2e division de Coupe Davis. Aujourd'hui, les filles sont pour la première fois en finale de la Fed Cup. C'est en tout cas un nouveau groupe qui est né cette année avec Captain Yannick à la barre. Le courant passe bien et le cap est prometteur. Autant dire que malgré la tempête de la compétition qui s'annonce, il y a de quoi rêver à la Coupe. Rectification, Nice a fait match nul hier soir, 1 partout, mais quand même qualifié. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, le point route Valérie Maurice, dernier journal vers 23h45, Bruno Roger Petit, premier rendez-vous avec l'information demain matin, thé ou café, Catherine Sellac reçoit la cantatrice Régine Crespin. Quant à moi, je vous retrouverai demain dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.